suis très heureux de vous présenter des résultats issus de cette recherche collective sur l'épidémie Mpox qui a eu lieu en France en 2022. Alors rapidement, la variole du singe, je ne suis pas un spécialiste, il y en a peut-être des gens dans la salle qui le sont, mais c'est pour vous redonner un peu le cadre général. C'est une maladie infectieuse virale qui est due à un virus Mpox, qui est apparenté au virus de la variole. Il y a une transmission interhumaine qui est possible. L'incubation, c'est de 5 à 21 jours. Et puis la maladie dure de 2 à 4 semaines. Et la létalité se situe entre 0 et 10% dans des contextes où les personnes sont jeunes ou immunodéprimées. En France, il n'y a pas eu de décès liés à cette épidémie en 2022. Premier cas humain identifié dans les années 70. Et c'est un virus qui est endémique dans plusieurs pays d'Afrique. Et il y a eu une émergence en Europe et en Amérique du Nord au printemps 2022, mais il y avait eu par le passé d'autres moments où il y avait eu des cas, mais il n'y avait pas eu d'épidémie à cette période-là. Alors je vais très vite sur le contexte pour aller après vers les résultats. L'épidémie en France en 2022, c'est environ 5000 cas qui ont été diagnostiqués. Vous voyez, ça a été très fulgurant. Donc ça a commencé en mai, et puis ça s'est éteint progressivement à partir du mois de septembre, et avec vraiment un gros pic au cours de l'été. Donc des cas en bleu, c'est les cas confirmés biologiquement, et en jaune, les cas non confirmés biologiquement. Et puis il y a eu, alors principalement dans les communautés, des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes et des travailleurs et travailleuses du sexe. Et il y a eu une campagne de vaccination assez massive qui a été menée en France, à la différence de beaucoup d'autres contextes dans les pays du Sud, avec 150 000 doses qui ont été administrées à la date de septembre 2023. Alors nous, on a mené une enquête, nous c'est l'équipe Cestime et d'autres collègues. On a répondu à l'appel à projet Flash de la NRS qui a été lancé en juin 2022. On avait 2 semaines pour répondre, on s'est bougé pour le faire. Donc on a déposé un projet pour documenter un peu cette épidémie dans ce qui était en train de se passer. À ce moment-là, on était beaucoup dans le... Tout était en train de se passer en même temps, il fallait juste se donner les moyens de documenter ce qui se passait. Donc on a voulu faire une étude mixte avec un volet quantitatif. On a fait un questionnaire Flash en ligne, sur les réseaux sociaux et puis sur une application de rencontres gays, qui nous a permis de récolter plusieurs milliers de réponses, questionnaire vraiment très court. On a fait des entretiens avec des personnes infectées pour essayer de documenter leur parcours de prise en charge et les difficultés qu'elles avaient pu éventuellement rencontrer. Et puis on a fait des entretiens avec des acteurs de la réponse à l'épidémie, et c'est principalement de ça que je vais parler aujourd'hui. Les 2 autres parties, on pourrait en reparler, et je n'aurai pas le temps de tout faire. C'est une recherche interdisciplinaire et communautaire, c'est-à-dire qu'on est des chercheurs de différentes équipes. Je ne vais pas fermer la parenthèse, mais il n'y en a que 2, principalement. Des institutions, on avait des collègues de Santé publique France, des professionnels de santé, notamment de l'hôpital Tenon, et puis des associations, AIDE et l'ENIPS, qui sont 2 associations très implantées auprès des communautés qui étaient les principales concernées. Hop. Alors, retour maintenant sur la réponse à l'épidémie. Ce volet-là de l'enquête qu'on a mené, ça comprend 19 entretiens qui ont été menés auprès d'associatifs, de cliniciens, de journalistes et d'institutionnels. C'est des entretiens d'environ 1 heure qu'on a menés entre octobre et janvier 2023. Donc on l'a mené on n'avait pas anticipé ça, mais c'était en décalé par rapport à l'épidémie. Et à la fois tant mieux, parce que ça nous a permis d'avoir un bilan un peu à tête reposée. Les gens n'étaient pas le nez dans le guidon. Ils avaient quelques semaines, quelques mois de recul sur ce qui s'était passé pendant l'été 2022. Alors, rapidement, pour vous présenter la manière dont on a analysé ces entretiens, on s'est appuyé sur un modèle d'analyse des problèmes, de la construction des problèmes publics qu'on a appliqué à la construction d'un problème de santé publique. Et généralement, dans ces modèles-là, il y a 4 phases qui sont identifiées, déterminées. Il y a l'identification du problème, la publicisation du problème, son institutionnalisation et sa normalisation. Alors, on va voir que dans notre cas, on a un peu les 3 premières phases, mais la dernière, pas tellement, vu que l'épidémie a pratiquement disparu. En tout cas, on pourra en discuter. Et je vais principalement le concentrer sur les 3 premières phases. Il y a tout un tas d'enjeux qui nous sont apparus dans les entretiens, de définition du problème de santé publique et d'attribution des responsabilités. On va voir que c'était un gros enjeu, ça, de savoir qui était responsable de la prise en charge de cette épidémie, autour de tout ce qui concernait la gestion du risque, la prévention, les conseils de réduction des risques, la communication et le ciblage vers les communautés concernées, qui a été une grosse discussion. L'accès à la vaccination, le nombre de doses, qui a été aussi un grand débat dans cette période-là. Et puis la question du désintérêt ou pas de l'État, des pouvoirs publics pour les minorités sexuelles, qui a été une ligne de discussion un peu au continu tout le long de ces débats.
Et puis dans un contexte, et c'est important de le souligner, où les répertoires d'action issus de la lutte contre le VIH ont été très mobilisés. Alors là, c'est simplement une photo de la conférence internationale sur le sida de juillet 2022 pour vous montrer que c'était une action sur monkeypox, des activistes américains en particulier qui dénonçaient l'inaction de leur gouvernement. Et ils ont vraiment repris les codes des conférences, c'était une conférence sur le VIH, mais ils ont repris les codes, le triangle rose, etc., pour dénoncer l'inaction. Donc on voit vraiment la convergence des modes d'action, des façons de faire entre l'activisme VIH et puis la réaction à monkeypox. Oh, je ralentis un petit peu. Alors, j'avais dit il y a 3 phases, il y en a 4, mais je vais principalement en faire 3. La phase d'identification du problème. Donc, avril 2022, on a les premiers cas en Europe. En France, c'est au mois de mai qu'on a le premier cas confirmé. Donc, très vite, en fait, il y a une mobilisation communautaire qui se met en place. Alors, à très petit niveau, c'est parce que, comme ça concernait des HSH qui étaient connectés entre eux, ils se sont mis à se parler entre eux, à s'informer de leurs symptômes et de leur prise en charge. Donc, ils se sont rendus compte qu'il se passait quelque chose. Les soignants en première ligne ont tout de suite vu qu'il se passait aussi quelque chose. Et un réseau d'information, notamment via les réseaux sociaux, qui a permis d'aller assez vite. Très vite aussi, sans doute lié à l'enseignement du Covid, les pouvoirs publics ont fait des choses. Donc il y a eu des premières concertations dès le mois de mai. Ma première réunion avec l'ANRS, c'était, je pense, fin mai ou début juin, avec tout un tas de gens. Il y avait l'idée qu'on n'allait pas passer à côté de cette épidémie-là. Il fallait vraiment être réactif collectivement. Donc les pouvoirs publics assez vite mettent un texte en ligne sur SexoSafe, qui est leur site d'information de Santé publique France sur la sexualité gay et la prévention. Et puis il y a des réunions hebdomadaires qui sont mises en place par la Direction générale de la santé dès le mois de mai 2022. Alors la couverture par contre de la presse est très faible, hors de la presse associative ou communautaire gay, et notamment parce que d'une part ça concerne très peu de gens à ce moment-là, mais aussi parce que les journalistes de la presse généraliste ne savent pas très bien comment traiter cette épidémie qui touche de manière très, très spécifique des hommes gays et des personnes qui font du travail du sexe. Les enjeux à ce moment-là sont autour de la définition du problème, qu'est-ce qui est en train de se passer, et puis du ciblage des HSH et des travailleuses du sexe, qui est aussi un souci, comment on fait pour dire que c'est eux qui sont concernés, mais sans les stigmatiser. Alors ça, je vous ai mis quelques extraits d'entretien autour de la définition du problème de santé publique face à des risques émergents. Ça, c'est une personne institutionnelle qui nous explique qu'en fait, de son point de vue, ça a démarré le 17 mai, très exactement, il se souvient du jour. Il reçoit un mail d'une collègue qui lui a transmis une alerte disant qu'en Angleterre, au Portugal, il y avait plusieurs cas confirmés de monkeypox. Et lui, tout de suite, ce qu'il pense, parce qu'il est dans le versant communication de son institution, il se dit, moi, ce que j'avais en tête, c'est qu'il allait falloir qu'on s'apprête à communiquer auprès des communautés en France, et qu'il fallait qu'on le fasse, pas qu'on le fasse trop tôt pour pas créer une panique si c'était pas justifié. Du coup, c'était une question de temporalité et comment donner la bonne information et au bon moment aux personnes. Donc, il y a vraiment, les acteurs de santé publique se posent tout de suite la question de comment on cadre ce problème, comment on le communique aux personnes concernées les plus à risque. Autre verbatim, là c'est une personne d'une association qui nous explique en fait, lui, une semaine avant l'alerte monkeypox, il y avait eu une autre alerte. En fait, lui, il met ça en perspective en disant, en fait, les communautés HSH sont des communautés pour lesquelles il y a régulièrement des alertes sanitaires et souvent ça ne donne rien. Mais là, en l'occurrence, lui, quand il a vu monkeypox arriver, il s'est dit, tiens, un autre souci. Quelques semaines avant, il y avait eu méningocoque C. Etc. Donc lui, il dit vraiment, pour nous, ça s'inscrit, il fait partie dans une association qui s'intéresse de près à la surveillance épidémique, et ça s'inscrit dans un contexte plus général d'intérêt pour la santé des HSH. Deuxième enjeu autour de cette première phase d'identification du problème, c'est la communication. Là, c'est un journaliste qui nous explique que la réponse officielle a été rapidement entachée d'une prudence excessive à ses yeux, probablement justifiée de leur part, mais qui était beaucoup axée sur « il ne faut pas stigmatiser ». Et en fait, l'idée, c'est qu'il y avait une grande prudence des institutions de santé publique, d'autant plus qu'on était, juste pour vous remettre aussi en perspective, en contexte d'élection présidentielle ou juste post-élection présidentielle. Donc on avait aussi l'envie de pas... D'une part, il y avait une vacance en termes de ministre de la Santé, il y avait un petit enjeu d'entre-deux, disons, et puis il y avait l'idée de pas communiquer dans un contexte où l'extrême droite aurait pu s'emparer des thématiques ou des sujets. Donc il y avait beaucoup de prudence.
cibler sans stigmatiser, c'est donc aussi ça fait écho chez les associatifs, plutôt à l'inverse, en disant, par rapport au pouvoir public, en disant en fait, pour protéger les personnes, il faut les informer de manière ciblée. C'est un des premiers enjeux qu'il explique. Pour lui, il a fallu convaincre les pouvoirs publics avec une période d'hésitation au départ. Et c'est vrai que les autorités de santé ne voulaient pas au départ communiquer sur qui était concerné. Et il a fallu que les associations poussent pour que ce soit dit. Dans d'autres pays d'Europe, ça a été beaucoup plus rapide. Mais en France, il y a eu vraiment ce moment d'hésitation entre mai et juin. Donc cibler sans stigmatiser toujours, là c'est aussi un institutionnel qui nous explique. Au début, on a fait le choix de ne pas dire, de ne pas donner le profil des personnes pour ne pas mettre en danger, surtout qu'il y a eu quelques cas en France. Et on avait eu les 5 premiers cas, et ça avait été très simple de l'identifier comme étant des homosexuels. Et le risque, ça aurait été qu'ils soient identifiés dans leur entreprise ou dans leur milieu de travail, ce qui aurait pu les mettre en difficulté. Donc, il explique que son institution de santé n'a pas voulu tout de suite publiciser que c'était des homosexuels qui étaient concernés. Il y avait vraiment toujours cette ambiguïté, cette tension. Alors, on en arrive à la phase de publicisation et à un moment où il y a eu des controverses publiques. Donc là, on est à partir du mois de juin jusqu'au début du mois d'août. Donc la publicisation, elle vient du fait qu'il y a à ce moment-là des premiers témoignages publics, notamment sur les réseaux sociaux, sur Twitter en particulier, de gens qui disent voilà, je suis infecté par monkeypox, voilà ce qui m'arrive, voilà comment je suis pris en charge. Donc on a des témoignages à la première personne, de gens qui se mettent en avant, qui s'exposent même publiquement avec des photos pour montrer ce que ça fait pour eux en termes de lésions, notamment sur le visage et sur le corps. Donc voilà, l'épidémie s'incarne en fait à ce moment-là, et ce qui est un moment important parce que ça va aussi déboucher sur une médiatisation plus importante et puis aussi assez vite sur tous les débats autour de l'ouverture de la vaccination. Alors l'idée, c'était d'administrer le vaccin pour la variole, mais je ne suis pas non plus un spécialiste, donc d'autres le diront mieux que moi, mais d'utiliser le vaccin antivariolique pour la variole du singe, avec l'idée qu'il y avait ça pouvait produire des effets. Mais ça a ouvert tout un tas de discussions dans les autorités de santé, chez les associations. La HAS a rendu un avis favorable à la vaccination le 8 juillet. Donc ça a aussi débloqué des choses en termes de mise en place de cette vaccination. Et voilà. Et donc en termes de mobilisation, c'est aussi une massification. Il y a beaucoup plus d'outils. Il y a en particulier une boucle Telegram, donc une boucle d'infos communautaire qui a été mise en place avec plusieurs centaines de personnes qui s'échangeaient des infos, des photos, même des idées de comment se faire traiter quand on avait des douleurs insupportables liées à cette infection. Et puis la conférence de Montréal, je vous ai montré la photo tout à l'heure, a été un moment de convergence aussi parce que tous les militants et soignants se sont retrouvés et ont pu échanger leurs informations, comparer l'état d'avancement de la vaccination dans leurs différents pays. Donc ça a permis aussi de faire un accélérateur de mobilisation, en particulier pour la France. Et tout ça va avec les premières controverses publiques en France sur l'accès à la vaccination et sur le nombre de doses, qui va être un grand sujet, parce qu'en fait, la variole, il y a un enjeu bioterroriste associé à la variole, et ce qui fait que l'État ne peut pas communiquer sur le nombre de doses de vaccins, c'est secret défense. Et c'est vrai que ça crée une énorme incompréhension et tension entre associations et pouvoirs publics. Mais les pouvoirs publics ont préféré, en tout cas, ont fait le choix de jamais communiquer sur le nombre de doses, tout en disant qu'il y en aurait assez pour vacciner les gens concernés. Alors, je vais passer rapidement. Non, je voulais quand même insister sur cette phase de publicisation, sur ce qui s'est joué en termes de mobilisation collective, qui n'est pas sans ambiguïté non plus. C'est qu'on voit qu'en fait, tout ça prend une grande ampleur au moment fin juin, début juillet, au moment des marches des fiertés LGBT. Et il y a eu quand même cette inquiétude de la part des associatifs LGBT et VIH de se dire, mais en fait, ce serait le moment de prévenir, mais est-ce qu'en prévenant, on ne prend pas le risque de faire que les gens hésitent, n'aillent pas aux marches des fiertés, se remettent en question leur participation, aient peur, en fait, en gros, la crainte de créer une panique qui était un peu partagée avec les pouvoirs publics à ce moment-là. Mais donc ça a augmenté aussi la concertation pour essayer de voir comment on communique avec le bon timing pour ne pas créer justement cette panique parmi les participants des marches des fiertés. Qui sont quand même un moment où il se passe plein de choses. Il y a des circulations de population, contact peut-être accru entre certaines personnes dans certains lieux de sexe. Donc il y avait aussi cet enjeu, cette inquiétude.
Une autre personne là-dessus, j'en ai un peu parlé, qui témoigne sur l'importance des témoignages des personnes concernées, qui sont emparées sur les réseaux sociaux de leur propre souffrance, et qui a été extrêmement important dans la communauté, qui a permis que les gens s'identifient, comparent ce qu'ils vivaient, en tout cas puissent avoir un point de référence, sachant qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de... il y avait très peu de choses sur les sites d'information associatifs, on avait peu d'informations. Et puis là, c'est un petit retour de témoignage sur ce que Aide, une des associations partenaires du projet, a pu faire dans la période, notamment tout ce qui était de l'autosupport, du soutien entre pairs, mais j'en ai déjà parlé. Et voilà, il explique la création du groupe Telegram dont j'ai parlé. Et voilà, il y a 550 personnes sur ce groupe qui, à l'époque où on a fait les entretiens, étaient toujours actifs, qui s'est un peu essoufflé depuis. Voilà, bon, je passe rapidement là-dessus pour pas tout prendre pour la période de débat. Mais voilà, donc beaucoup de réunions à ce moment-là, notamment au niveau des pouvoirs publics, la DGS, tout ça, des réunions très régulières, les réunions hebdomadaires qui se mettent en place. Il y a vraiment un moment de concertation très fort et qui marque cette envie, cette volonté des pouvoirs publics de ne pas passer à côté de ce qui était en train de se passer. Aussi, enjeu fort, et je le nomme à ce moment-là, sur la politisation de la réponse à l'épidémie, la question du nombre de doses de vaccins, j'en ai parlé, et qui a été très compliqué et à gérer, très mal vécu par les associatifs qui avaient l'impression qu'on ne voulait pas leur dire, qu'on leur cachait quelque chose. Donc il y avait forcément quelque chose de louche, alors qu'en fait, bon, c'était plus compliqué que ça, notamment avec cette histoire de risque bioterroriste. On se remet aussi en contexte de guerre en Ukraine, etc., la Russie, enfin bref, il y avait tout un tas de raisons pour qu'on ne communique pas sur le nombre de doses, mais c'est vrai que ce n'était pas évident, je crois, dans les réunions avec la DGS de le gérer. Voilà, donc mais ça je l'ai dit. Stock des vaccins, secret défense, et puis la question de la protection des personnes qui font du travail du sexe dans ce contexte. C'est vrai qu'il y avait une recommandation d'isolement pendant 3 semaines pour les personnes infectées. Et notamment pour les travailleurs et les travailleuses du sexe, ça voulait dire pas de revenus pendant plusieurs semaines. Et donc il y avait l'idée, et ça a été porté par les associations, de faire valoir cette réalité-là pour voir comment on pouvait indemniser, prendre en charge, comme ça avait pu être le cas pendant le Covid, enfin vers la fin. Donc tout un tas de discussions importantes à cette période. Donc je cravache pour arriver à la dernière période de publicisation, de controverse publique. Débat sur la deuxième dose. C'est vrai que ça, je ne vais pas rentrer dans ce détail, mais il y a eu une première dose, puis l'annonce d'une deuxième dose qui a été remise en question par la suite pour l'idée de vacciner le plus de gens avec une première dose. Là aussi, ça n'a pas été très bien compris, notamment dans les communautés LGBT. Lettre ouverte des associations, création d'un collectif Monkeypox, donc de personnes concernées qui voulaient faire valoir leur expérience, qui a eu une expérience éphémère, mais qui a permis aussi de mettre sur le devant de la scène leurs revendications à l'automne 2022. Et puis, les controverses ont beaucoup porté sur l'accès à la vaccination, qui était éligible, où, et puis, parce que les centres étaient beaucoup dans des grandes villes, et puis la question de la deuxième dose et toute la communication autour de ça qui n'a pas été idéale. Alors, bon, je passe. Voilà, et là aussi, j'en parlais tout à l'heure, mais la conférence de Montréal, c'est vrai qu'elle était importante parce qu'à ce moment-là, les collègues canadiens ont décidé, eux, de vacciner tout le monde. En fait, qui pouvait se faire vacciner à Montréal pendant la conférence de l'IAS. Et c'est sûr que ça a donné des idées à tout le monde parce qu'on s'est dit, tiens, alors les Canadiens font ça, pourquoi on ne le fait pas en France ? Donc il y a un certain nombre de militants et de soignants français qui sont revenus en disant, en fait, à Montréal, c'est comme ça, pourquoi on ne le fait pas à Paris ? Donc ça contribue aussi à pousser ce débat sur l'accès à la vaccination et à en faire un sujet de mobilisation. Voilà, bon, je vais passer parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps, c'est ça. Ouais, il y avait toute la question de la réduction des risques, quels conseils on peut donner aux gens, dans l'idée où on ne voulait pas dire arrêtez d'avoir du sexe, mais on voulait aussi leur dire faites attention. Donc l'État a eu tendance pour le coup à déléguer aux associations la communication, en se disant si c'est l'État qui le dit, c'est sûr que ça va très mal se passer. Donc on va laisser les associations communiquer et expliquer ce qui est mieux de faire, tout en respectant ce que les gens souhaitent faire et en les informant sur la vaccination. Et les gens, de fait, et je terminerai là-dessus, se sont autogérés aussi, c'est-à-dire que ça, c'est un clinicien qui nous le dit. Il constate que dans sa patientèle, beaucoup de gens ont arrêté ou réduit très largement leur sexualité par mesure de précaution. Et voilà, les gens n'ont pas attendu d'avoir des recommandations associatives ou de santé publique. Ils ont fait d'eux-mêmes l'idée que, en fait, pour éviter ce virus, il fallait peut-être réduire sa sexualité ou en tout cas la limiter. Et je termine pour dire qu'en fait, les gens, globalement, ce qui ressort de ça, c'est
grande satisfaction dans les gens qu'on a interviewés, globalement. Il y a des critiques, mais sur la qualité de la mobilisation, la rapidité de la réaction. Et ça, c'est intéressant à noter. Et les gens faisaient tous le parallèle avec alors, 2 épidémies principalement, Covid, en disant en fait, on a fait mieux que Covid, on était plus réactifs, plus sur le coup, notamment les autorités de santé. Et puis le VIH, évidemment, la mémoire du sida et de ses formes d'action, j'en ai parlé, mais aussi ce que ça a réactivé en termes de risque de stigmatisation. Est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'on doit dire que les homosexuels sont les plus touchés et qu'est-ce que ça implique et puis la question du retard des autorités de santé. Alors vous me direz, sur 3-4 mois, c'est difficile d'être en retard, mais il y a quand même eu ce débat-là sur est-ce qu'il n'aurait pas fallu agir plus tôt, en faire plus, etc. Et juste pour terminer, nous, la recherche, on a pu, et on est très content de ça d'ailleurs, ça a été une recherche vraiment rapide, mais on a pu faire un forum communautaire de restitution le 22 septembre dernier, qui a permis d'être à un temps, alors on était vraiment en décalé par rapport à l'épidémie, c'était un an plus tard, mais c'était hyper intéressant, et on était une 50aine, et on a pu faire le point, revenir justement sur tous ces enseignements, et sur qu'est-ce qu'on ferait s'il y a une nouvelle épidémie qui arrive. Donc c'est suffisamment rare qu'on arrive à faire vraiment ces temps de restitution, donc on était content de pouvoir le faire. Et puis je termine sur ma dernière diapo de remerciements. Merci beaucoup.